Madame, monsieur, bouclez vos valises et ouvrez grand votre cœur. C'est parti pour un voyage sous le signe de l'amour. Et oui, cette semaine, à l'approche de la Saint-Valentin, Vénus est dans les parages et nous réserve plein de surprises. Alors au programme, des histoires extraordinaires, des couples inédits, des relations interdites, des mariages insolites, autant de façons d'aimer en 2018. Alors préparez-vous à un tour du monde passionnel qui ne vous laissera pas, j'en suis sûr, indifférent. Et pour allumer la flamme ce matin, voici nos cupidons du jour, parité respectée, vous allez voir, avec Nicolas Bertrand qui nous attend à New Delhi, Alexia Kefalas, notre correspondante à Athènes, Fanny Lothaire que l'on rejoindra à Rio de Janeiro, et enfin Arnaud Miguet qui nous attend, lui, à Pékin. Et en raison du décalage horaire avec certains de nos correspondants, vous le savez, toute la séquence qui suit a bien sûr été enregistrée. Alors, pour la première escale, direction l'Inde. L'Inde où l'amour donne des ailes et peut parfois inspirer des œuvres fabuleuses. Bonjour Nicolas. Alors, vous avez rencontré effectivement un homme au projet hors du commun, un homme qui a souhaité rendre hommage à sa femme disparue, décédée, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vu les choses en grand, ce monsieur. Oui, bonjour Laurent, absolument, c'est un coup de cœur et ça tombe bien, cette histoire que nous allons vous raconter, elle parle d'un vieux monsieur, il a 83 ans aujourd'hui, il s'appelle Faizoul Kadri et ce monsieur était éperdument amoureux de sa femme. Malheureusement, cette dernière est décédée en 2012, mais avant sa mort, il lui avait promis qu'il lui construirait un tombeau dont les gens se souviendraient pendant des années. Et ce monsieur s'est inspiré ni plus ni moins que du célébrissime Taj Mahal. Alors, il n'est pas bien riche, c'est un ancien postier aujourd'hui à la retraite, mais il a vendu des terrains, il a vendu en fait tout ce qu'il possédait pour ainsi construire dans son jardin ce mini Taj Mahal fait de parpaing et de béton. Mais attention, le dôme culmine quand même à plus de 8 mètres. Ce qui est touchant dans cette histoire, c'est qu'à la base, l'histoire de Faisal, c'est un mariage arrangé, mais après plus de 58 ans de vie commune, eh bien, ils étaient follement amoureux. Regardez tout de suite l'histoire du mini Taj Mahal racontée par Marine Giraud et Sonia Colavizza. Depuis sa chambre, Faizoul Kadri peut toujours y jeter un œil. Veiller sur son mini Taj Mahal, celui qu'il a fait construire en hommage à son épouse, Tajamouli. Leur mariage arrangé s'est vite transformé en histoire d'amour. Je n'étais pas amoureux avant. C'est après le mariage que progressivement, en passant beaucoup de temps ensemble, mes sentiments se sont développés. Elle est restée 58 ans avec moi, alors l'amour a dépassé toutes les limites. Aujourd'hui, leur histoire est connue dans toute la région. Depuis qu'un cancer a emporté son épouse en 2011, Faizoul n'a cessé de se battre pour construire son Taj Mahal. C'est une chose que j'avais promise à ma femme. Elle s'inquiétait. Si on n'a pas d'enfants, qui se souviendra de nous, disait-elle. Les enfants se souviennent de leurs parents. Ils perpétuent leur nom. Oui. Alors je lui ai promis, si tu meurs avant moi, je construirai un mausolée exceptionnel. Ainsi les gens se souviendront de nous longtemps. Faizoul a vécu plusieurs mois à Agra, là où se trouve le vrai Taj Mahal. Il a donc pioché dans ses souvenirs et s'est improvisé chef de chantier. 6 ans plus tard, le mausolée s'élève à près de 8 mètres de hauteur, entouré de 4 minarets. Là, il faudra mettre du béton. À l'intérieur aussi, Faizoul a tout prévu. Ici, c'est la tombe de ma femme. Et là, cette place, c'est pour moi. Quand je mourrai, je serai enterré ici. Faizoul reposera ainsi aux côtés de celle qui a partagé son quotidien pendant 58 ans. Les souvenirs de cette vie avec Tajamouli se bousculent. Sa gentillesse, leur complicité en cuisine, les poèmes ourdous qu'ils aimaient lire tous les deux. Ce poème signifie « Avant, je riais à chaque conversation. Je riais beaucoup, j'étais si heureux. Mais depuis qu'elle est partie, je ne ris plus. » Ce poème est de Ghalib. Mais c'est à propos de moi. Il explique mon histoire. Il me touche beaucoup.
À 83 ans, Faizoul est aujourd'hui un modèle pour les enfants du village. L'année dernière, sa générosité a permis la construction d'un lycée pour filles. Faizoul a fait don de son dernier terrain, celui qui se trouve juste à côté de son mini Taj Mahal. Alors dites-moi Nicolas, comment le village a-t-il accueilli ce mini Taj Mahal? J'imagine que ce n'est pas passé franchement inaperçu quand même. Oui Laurent, alors il faut que je vous précise que ce mini Taj Mahal se trouve absolument au milieu de nulle part. Depuis New Delhi, ici, il faut compter plus de 3 heures en voiture. C'est un village comme il en existe peut-être des millions ici en Inde, sauf que c'est le seul qui contient ce mini Taj Mahal. Et je peux vous dire que les habitants en sont extrêmement fiers. Nous avons discuté avec plusieurs d'entre eux. Ils parlent d'un exemple à suivre. Les gens viennent le visiter du village, mais également de toute la région, à tel point qu'une route a même été construite pour y accéder. Tout cela grâce à l'amour d'un vieil homme. Alors, vous le disiez plus tôt, le Taj Mahal, c'est le symbole du grand amour. Pourquoi? Quelle histoire se cache derrière ce monument qui est, il faut le reconnaître, réputé dans le monde entier? Alors oui Laurent, c'est toujours un plaisir de vous raconter l'histoire du Taj Mahal, le vrai cette fois. Shah Jahan était un empereur moghol, il régnait ici en Inde, mais aussi sur une grande partie de l'Asie du Sud au XVIIe siècle. Et il est tombé follement amoureux de sa 3e épouse. Celle-ci va l'accompagner dans toutes les expéditions et dans toutes les conquêtes militaires. Il lui donnera également un rôle politique. C'est elle qui détiendra le sceau royal qu'elle fera apposer sur tous les ordres de l'empereur. Malheureusement, son épouse va décéder. Elle avait 40 ans au moment où elle accouchait de leur 14e enfant. On raconte que Shah Jahan est extrêmement triste. Il va tellement pleurer que sa vue va baisser beaucoup. On dit aussi que ses cheveux sont devenus gris à la mort de sa femme. Et puis, il va se mettre à dessiner un mausolée funéraire en son honneur. C'est ainsi que va naître le Taj Mahal. Shah Jahan, malheureusement, ne va pas connaître la fin des travaux puisqu'il sera emprisonné par un de ses fils qui veut prendre le pouvoir et monter sur le trône. Mais on dit que depuis sa cellule, il va pouvoir quand même assister à la fin de la construction. Et c'est d'ailleurs là, lui aussi, dans le Taj Mahal, qu'il est enterré aujourd'hui. Et effectivement, on ne s'en lasse pas, Nicolas, de cette histoire. Merci à vous, à très bientôt et surtout, vous ne vous faites pas écraser, il y a du monde derrière vous. Alors, pour la suite du voyage, nous partons au pays d'Eros, le dieu de l'amour à la fléchette plutôt facile. Bonjour Alexia. Alors, fort de cet héritage mythologique, est-ce que nos voisins grecs vivent leurs idylles différemment ? Bonjour Laurent. Eh bien, disons qu'il y a un poids de l'Antiquité, un poids de la mythologie surtout quand on parle de tragédie ou d'amour impossible. Laurent, souvenez-vous de l'histoire d'Orphée et Eurydice. Orphée, un héros fou amoureux de sa bien-aimée, ne va pas hésiter à braver les portes de l'enfer pour aller retrouver Eurydice. Alors forcément, avec ce genre d'histoire depuis la mythologie, il y a une inspiration encore aujourd'hui. Vous voulez dire, Alexia, que les Grecs d'aujourd'hui sont très attachés à la tradition ? Pas en majorité, mais effectivement, il y a toujours un poids, surtout quand on parle d'amour interdit ou d'amour avec des obstacles. Et il y a toujours une tendance à romantiser les choses, notamment à Chypre. Chypre, c'est l'île d'Aphrodite. Elle est divisée depuis 1974 parce que le quart nord est occupé par l'armée turque. Eh bien, je vous emmène, Laurent, rencontrer Larko et Khadiché. Khadiché et Larko sont issus des 2 parties de l'île et tout ce qu'ils veulent, c'est avec leur amour faire tomber ce dernier mur d'Europe. Je vous invite, Laurent, à voir ce reportage réalisé avec Aris Katsianis. Le dimanche, c'est jour de détente pour Larko et Khadiché. Mariés depuis 4 ans et heureux parents depuis peu, ils filent le parfait amour, enfin presque. Si leurs sentiments l'un pour l'autre sont indéniables, leur situation n'est pas des plus simples. Comme c'est romantique. Pour cause, Larkos est chypriote grec alors que Khadiché est originaire du quart nord de l'île occupée par l'armée turque. Depuis 1974, Chypre est divisée par un mur de barbelés. Les pourparlers de paix n'aboutissent pas et la population est partagée. Leur couple est donc exceptionnel à tout point de vue. Ma mère voulait pouvoir communiquer avec la famille de colons qui a occupé sa maison au moment de l'invasion. Elle voulait pouvoir y retourner et voir si elle en prenait soin. Elle a donc appris la langue turque. Mon père, lui, était très ouvert d'esprit.
Et j'ai grandi dans cette atmosphère. Il a toujours voulu la réunification de Chypre. Il s'est toujours battu pour cela. Dans la population, le clivage est surtout générationnel. D'un côté, il y a ceux dont le souvenir de l'invasion de l'armée turque il y a 43 ans est encore vivant. Le problème est religieux. Les Chypriotes ne pourront pas se marier et la réunification ne pourra pas avoir lieu. Ils sont musulmans, nous sommes orthodoxes. De l'autre, les proches de nos amoureux. Je suis heureux de voir que 2 personnes ont réussi à briser la barrière de la haine. Ils sont devenus un exemple. Le fait qu'ils soient encore ensemble, c'est un argument de taille à ceux qui s'y opposent. Moi, si ça m'arrivait et si je trouvais un terrain d'entente avec l'autre, peut-être que je le ferais, que je me marierais aussi comme mes amis. Mais je ne sais pas à quel point je pourrais m'afficher ici. Larco et Khadiche ont décidé de faire de leur différence une force. Ils composent et interprètent des musiques venant des 2 parties de l'île et se produisent partout comme sur cette vidéo dans le nord occupé du pays. On devrait réarranger ce morceau. La musique pour eux n'adoucit pas seulement les mœurs, elle est le produit de leur amour et leur arme pour faire évoluer les mentalités. Notre relation a débuté grâce à la musique. C'est ce qui nous a unis, parce que nous ne parlons pas la même langue. Nous créons au-delà des frontières, et ça c'est puissant. On peut se parler, se comprendre, apprendre l'un de l'autre au jour le jour. Et rien ne change malgré le quotidien. C'est grâce à tout cela que notre relation carbure. Et justement, le jour de la Saint-Valentin, ils chanteront l'amour en français. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent, répondent autour de moi. Dites donc, Alexia, on se plaît à imaginer ici que ce couple mixte n'est pas le seul dans le genre à Chypre. Il y en a beaucoup comme eux? Vous avez raison, Laurent, on se plaît à imaginer. Et bien, effectivement, ça commence à évoluer, mais on ne peut pas parler de phénomène concrètement. Mais c'est quand même une société assez conservatrice encore. Donc, ça évolue, oui, mais doucement. Et surtout, toutes les familles ne sont pas n'acceptent pas autant le phénomène que celle de Larco et Khadiche. Et ceux qui veulent vivre cette mixité de couples, eh bien, ils émigrent à l'étranger. On les appelle, Laurent, les immigrés de l'amour. Merci beaucoup, Alexia, et à très bientôt pour d'autres belles histoires, évidemment, comme vous savez, nous en raconter. Merci encore. Alors, l'aventure se poursuit au Brésil à présent, le Brésil où nous attend Fanny Lothaire. Et dans ce pays très à cheval sur les traditions, figurez-vous que certains schémas amoureux ont de quoi faire tourner la tête. Bonjour, Fanny. Alors, avant de nous en dire plus, est-ce qu'il existe une définition bien précise de l'amour à la brésilienne ? Bonjour Laurent, quand on parle d'amour, surtout au Brésil, le plus grand pays catholique au monde, encore très conservateur, eh bien on pense forcément à une union officielle entre 2 personnes de sexe opposé. Alors depuis peu, à Rio, São Paulo, les grandes villes du Brésil, les couples homosexuels sont de plus en plus acceptés. Mais quoi qu'il arrive, de par notre éducation, notre construction mentale, eh bien on pense toujours le sentiment amoureux comme un sentiment partagé seulement entre 2 personnes. Mais à plus alors, est-ce possible? Eh bien, vous allez voir qu'au Brésil, oui, c'est un reportage réalisé par Marie Dengagbe. Dans la banlieue nord de Rio, c'est un samedi matin comme les autres pour Leandro et Thaïs. Quelques courses en amoureux, pour un petit déjeuner à la maison en amoureux. Une scène des plus banales en somme, si ce n'était... Comment ça va les chéris? Vous vivez tous les 3 ensemble ici? Oui. Yasmine est enceinte de 9 mois et s'il faut être 2 pour faire un bébé. Vous vous considérez tous les 3 parents de cet enfant à venir? Oui, il n'y a pas de différence. Moi, je n'ai pas besoin de le prouver. Hein. Dans leur appartement, tout est calculé pour vivre à 3 en harmonie. La brosse à dents rose, c'est celle de Leandro. Notre lit précédent était plus petit et on était très serrés. J'étais sur le côté toute serrée. Yasmine dormait très mal, oui. Alors on en a acheté un plus grand.
Ils forment depuis 5 ans ce que l'on appelle un trouble, partageant leur amour et leur quotidien à 3, à part égale, sauf la télécommande. On met ce dessin animé? Non. Dessin animé? Non, s'il te plaît. Le 1er avril, il y a 7 ans, j'ai rencontré Thaïs et on est tombés amoureux. Et 2 ans plus tard, j'ai rencontré Yasmine et j'ai parlé d'elle à Thaïs. Ça a été très naturel. Je ne pourrais pas vous dire quand et comment je suis tombée amoureuse, mais petit à petit, je les ai aimés. C'est une relation normale. Il y a des bons côtés. Par exemple, on partage des opinions plus variées et des cultures différentes. Et les mauvais côtés aussi. On débat, on se dispute, plus parce qu'on a des goûts bien différents, mais rien qui n'empêche de s'aimer. Au Brésil, ils sont loin d'être les seuls à défendre la cause de ce polyamour, trop souvent confondu avec la polygamie. Notre groupe grandit aujourd'hui. On a 25 812 membres. Les gens confondent beaucoup, mais ce n'est pas le plus dur. Les critiques que l'on reçoit le plus, et c'est assez flagrant, c'est surtout des religieux. Au début réticents, leurs proches et leurs voisins ont fini par accepter cet amour. Une relation même officialisée par un notaire, grâce à une faille dans la loi brésilienne. Ça, c'est l'union de Tassiane, de Julienne et de Diane. Ni le législateur, ni le nouveau code civil, personne n'a prévu ça. Donc ce n'est pas interdit puisque ce n'est pas prévu par la loi. C'est un type de famille différente. C'est une union entre 3 personnes qui forment un seul, unique et solide noyau familial. Il y a peu, une célèbre telenovela a mis en scène un trouble sans que la chaîne ne reçoive aucune critique. Signe que la société brésilienne est peut-être contre toute attente prête à laisser vivre ses polyamours au grand jour. Merci beaucoup Fanny pour ce témoignage assez étonnant, il faut bien le reconnaître. Tiens, moi pour parler d'amour, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais un stylo rose. Alors, pour la dernière romance, direction la Chine, où nous attend notre correspondant sur place, Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud, alors j'ai cru comprendre qu'il n'était pas si facile de trouver l'âme sœur dans l'Empire du Milieu. Quelles sont les particularités de l'amour made in China ? Bonjour Laurent, disons qu'il y a un romantisme à la chinoise qui est plus matérialiste et exigeant. Une jeune fille, lors d'un show télévisé, avait déclaré qu'elle préférait pleurer à l'arrière d'une BMW que de rire à l'arrière d'une bicyclette. En d'autres termes, son idéal masculin était un jeune homme riche. Mais les jeunes Chinois considèrent aussi l'amour plus sérieusement, même si le portefeuille du conjoint compte, et si l'avis des parents compte aussi, puisque les parents sont en soi une agence matrimoniale. C'est surtout les hommes qui sont sous pression en Chine, parce que c'est un pays qui manque de femmes. Il y a 34 millions de plus de garçons que de filles. Résultat, difficile pour un homme de trouver l'âme sœur, de trouver chaussure à son pied. Et des hommes partent au Cambodge, au Vietnam, en Birmanie, même en Ukraine, chercher l'âme sœur. Et puis d'autres vont chercher l'âme sœur dans des usines, mais pas pour épouser des ouvrières. Regardez ce reportage de Justine Jankowski et de Kelly Wang. Cet homme a enfin trouvé l'amour. Je m'appelle Zhang Fan, je suis analyste financier et voici Liu Ying, ma poupée. Depuis 5 ans, Liu Ying a remplacé une vraie petite copine dans sa vie. 1,63 m, elle est un peu lourde, 30 kg, mais il la transporte partout, au cinéma comme au café. Quand je l'ai reçue, j'étais très heureux. Mon cœur battait très fort. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Un peu de rouge à lèvres. C'est l'heure de sa séance photo quotidienne. Car pour Zhang Fan, cette poupée est loin d'être un objet sexuel. C'est une vraie dame. J'ai déjà eu des copines avant, mais j'ai toujours été la roue de secours. Alors qu'avec cette poupée, notre union a dépassé une vraie relation de couple. En Chine, les ventes de poupées sont chaque année en augmentation. En avril dernier, cet homme s'est même marié avec sa poupée robot, faute de trouver une femme en chair et en os. Direction le nord du pays. Dans cette usine, on fabrique des poupées à la chaîne, 12 par jour. D'abord des squelettes montés sur mousse, puis dans ces moules, ils sont remplis de silicone.
Et voilà le résultat au démoulage. Takeshi travaille ici depuis le début, en 2009. Pour lui, le but, c'est d'en faire des poupées le plus réalistes possible, moins sexuelles, mais plus humaines. On met plus ou moins de silicone pour que certaines parties du corps soient plus douces, comme sur une femme, par exemple sur les cuisses et sur le ventre. Et même les employés y croiraient. Je trouve que c'est plus doux que de la vraie peau. Leurs visages sont ensuite peints à la main. Tout est soigné jusque dans les moindres détails sur ces poupées qui peuvent valoir jusqu'à 2000 € pièce. Et bientôt, elles seront presque vivantes. Dans cet endroit secret, ici, c'est notre laboratoire. Une équipe fabrique les poupées de demain. Celle-ci ne tient pas en place. Notre but, c'est d'offrir aux célibataires un partenaire à qui parler. Car certaines peuvent même répondre « démonstration ». Tu me chantes La vie en rose ? Mais pour certains utilisateurs, qu'importe la technologie. Depuis 2 ans, quand Bob rentre chez lui le soir, il n'est plus jamais seul. Ouais, je suis rentré. Des poupées, il en a toute une collection, mais sa préférée, c'est Jinjin. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas raconté. C'est à elle qu'il se confie et peut-être même qu'elle l'écoute. Si les poupées n'étaient pas là, ça ferait vraiment froid et vide ici. Avec elles, j'ai l'impression d'avoir une petite famille. Alors le soir, quand il la prépare pour aller dormir, qu'elle soit sa confidente, sa moitié, ou juste un remède contre la solitude, c'est en tout cas son histoire d'amour à lui. Oui, ils font presque un petit peu de peine, hein, tous ces messieurs, Arnaud. Dites, vous parliez de ce manque de femmes en Chine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de célibataires dans le pays ? Oui, Laurent, 200 millions de Chinois, hommes ou femmes, sont célibataires. C'est considérable, malgré la pression sociale qui est assez incroyable en Chine pour fonder une famille. Ici comme ailleurs, le nombre de mariages chute d'année en année. Alors, toute dernière question, Arnaud. Est-ce que les Chinois fêtent la Saint-Valentin ? Eh bien, figurez-vous, Laurent, qu'en Chine, il y a 2 Saint-Valentin. Il y a la Saint-Valentin le 14 février et puis la Saint-Valentin chinoise, la fête de Qi, les amours impossibles de 2 héros de la mythologie chinoise. C'est en général le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire. Je vous laisse faire le calcul. Ça tombe au mois de juillet, août. Et comme pour la Saint-Valentin, on s'offre des fleurs ou des chocolats, on s'invite à dîner, on célèbre l'amour. Trop fort les Chinois. Merci beaucoup Arnaud et à très bientôt bien sûr. Madame, monsieur, l'histoire d'amour touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur ces différentes façons d'aimer. La semaine prochaine, autre thème, à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver, on dévalera, figurez-vous, les pistes de stations de ski, mais alors pas du tout comme celles qu'on imagine, pas du tout comme les autres. Elles sont atypiques, originales, insolites ou carrément totalement, inconnues. Alors préparez-vous à sortir des sentiers battus. Promesse sera tenue. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr lundi dès 6h30. Très bon week-end à vous tous et à vous toutes.